Bonjour à tous, merci d'être venus. Donc, je m'appelle Maïla Kamrat, je suis psychologue clinicienne dans un cabinet libéral à Limoges. Donc voilà, je vous remercie, je remercie l'association de m'avoir proposé d'intervenir aujourd'hui. Je suis ravie de faire ça avec vous. Et on va parler de quelque chose du coup de beaucoup moins scientifique que tout à l'heure, ou en tout cas pas du même type de science. On va parler du partage de la maladie avec ses proches et de comment faire pour en parler. Alors, pour commencer, je voulais vous parler d'une fable de Schopenhauer, c'est la fable des porcs épics, qui parle de la juste distance du lien social. Alors, en fait, c'est l'histoire d'une famille de porcs épics qui essayait de se tenir chaud par une froide nuit et se posait le problème de la distance à cause de leur pic de porcs épics. Parce que quand ils se tenaient trop proches pour pouvoir se tenir chaud et ne pas mourir de froid, et ben, leur pic les transperçait et donc il fallait s'éloigner. Et alors ils s'éloignaient trop à nouveau et donc ils mouraient de froid jusqu'au moment où il a fallu trouver la juste distance. Et ce qui se passe avec la juste distance, c'est qu'il y a quelque chose qui se perd et quelque chose qui se gagne. Parce que on n'a pas toute la chaleur, on a moitié moins de chaleur, mais par contre on a moitié moins de souffrance et de blessures à cause des piquants. Je voulais vous parler de ça parce que je trouvais que cette parabole était assez parlante sur voilà, qu'est-ce qu'on fait quand on est malade et qu'on a des proches et qu'on ne veut pas qu'ils s'approchent trop, mais qu'on ne veut pas non plus qu'ils s'éloignent trop. Alors, suite à l'annonce de la maladie, souvent on met en place des tas de défenses différentes. C'est valable pour les patients, c'est valable aussi pour leur famille, pour leurs amis, pour leurs proches. Notamment, donc, on trouve le déni qui consiste à nier totalement la réalité, à ne pas accepter ce qui n'est pas acceptable, hein, tout simplement. On trouve l'isolation qui permet d'isoler complètement les émotions en fait, de ce qu'on raconte sur sa maladie. Ça veut dire que là, on peut être capable de dire je vais vous expliquer tout mon dernier rendez-vous médical, toute ma radiothérapie par exemple, sans vous montrer des émotions parce que je les ai isolées et en fait ça me protège contre ce que je ressens et contre mes peurs. Il y a le déplacement. Le déplacement consiste à déplacer tout ce qu'on peut ressentir de plus terrible à propos du cancer, mais sur autre chose. Alors ça peut être quelque chose qui s'en rapproche. Ça peut être par exemple des effets secondaires, la perte d'un emploi, etc. Ça peut être aussi quelque chose qui n'a rien à voir et qui est vachement plus complexe que ça. Il y a la maîtrise qui consiste à essayer de tout contrôler, de tout maîtriser, et là, y compris les réactions de ses proches. Et là, ça se complique. Il y a la dénégation sociale. La dénégation sociale, c'est je sais ce qui m'arrive, mais je ne veux pas, et donc je refuse d'en parler. Et donc moi, dans mon coin, dans ma tête, je sais très bien, mais devant les autres, non, je n'en parle pas et je ne suis pas d'accord. La régression, qui est super efficace pour lutter contre les peurs, qui permet en fait de se replier dans une position un peu plus infantile, qui permet d'adopter une position très passive. Ça veut dire c'est l'inverse de la maîtrise, quoi. Je laisse passer et je m'en remets à mes proches pratiquement pour savoir mieux que moi ce qui se passe. Je suis comme un petit enfant terrorisé, quoi. La projection agressive, bon, c'est assez parlant, hein. La colère, tout ce qu'on peut ressentir de plus haineux, qui va aller se déplacer, se projeter sur d'autres sujets, sur notre façon de s'exprimer, l'intonation, nos relations avec les autres, etc. Et puis il y a la combativité, la sublimation. Ça, c'est vraiment un mode hyper actif de lutte, et c'est je serai plus fort que ça de toute façon, donc tout ce qui se passe là de terrible, je vais le prendre et je vais en faire quelque chose. Donc je vais être dans une créativité débordante pour exprimer ce qui se passe. Donc les proches dont on parle aujourd'hui, c'est qui? On s'en fiche, c'est qui vous voulez. C'est des personnes qui sont proches de vous et qui partagent un petit peu ce quotidien-là avec vous. Et on parle de leur regard qu'on ne peut pas définir aujourd'hui puisqu'il est différent pour chaque personne, bien sûr. Mais quand même, on peut dire qu'à peu près à chaque fois, c'est un miroir, ce regard-là. On se voit un peu à travers le regard des autres. Et le problème, c'est que dans des moments un peu douloureux, parfois, on n'a pas du tout envie de se regarder dans un miroir. Voilà. Donc, on entend des mots. Alors, ça, c'est un peu les mots qui fâchent. C'est les mots « il faut te battre »,
sois fort, et puis les cheveux, c'est voilà, c'est pas si grave, et puis en plus, tu fumais, alors t'aurais pu arrêter de fumer, enfin, voilà. Ouais. Ces mots-là, qu'est-ce qu'on en fait? Pourquoi ils arrivent? Parce que en fait, les patients ne sont pas les seuls à mettre en place des défenses. Il y a aussi toute la famille, tous les proches qui ne savent pas trop quoi en faire de tout ça et qui trouvent des mots, pas toujours appropriés, pas toujours très bien reçus, mais en fait, il s'agit d'en parler et de pouvoir dire, voilà, ça c'est maladroit, ça me plaît pas, pourquoi? Pourquoi tu as dit ça? On essaye tous de se défendre en fait, quoi. Mais ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il n'est pas question de culpabiliser les personnes de votre entourage qui ont pu dire, par exemple, écoute, perdre ses cheveux, c'est pas si grave. Voilà. Alors, on se fait comme on peut, chacun avec ce qu'on a, bien sûr. Mais le discours que je tiens là aujourd'hui ne vise pas à culpabiliser l'entourage qui utilise les mots qui fâchent, mais simplement à informer et à proposer de pouvoir en parler, quoi. Parce que si on ne leur dit pas qu'on n'aime pas ces termes-là, eh ben, ils ne le savent pas. Alors le regard, on parle aussi du regard, parce que ce que je disais tout à l'heure par rapport au miroir, donc la maladie grave amène le plus souvent à une image de soi qu'on ne reconnaît plus, parce qu'on est dégradé physiquement et à la fois dans son apparence. Et dans ces cas-là, on s'accroche au regard de l'autre qui devient notre miroir, et on investit ses proches différemment. On s'en remet un peu à eux pour nous voir, pour se voir, parce qu'on ne se voit plus trop. Et quand cette réalité-là, elle est inadmissible, et qu'on en arrive à la mettre de côté, à en faire carrément le déni, on peut ne plus supporter d'être regardé par ses proches. Et là, on peut les mettre dehors et leur dire « stop ». C'est ce que m'a raconté une patiente que j'ai rencontrée hier. Je ne connaissais pas du tout parler de ça. Je ne connaissais même pas l'expression « ma pauvre petite dame ». Je ne sais pas si vous connaissez. Il paraît que c'est un truc du coin, quoi. Voilà. Donc c'est une dame que j'ai rencontrée hier pour la première fois et qui a une tumeur et qui m'a dit moi je préfère vivre sous ça seule parce que j'en ai marre qu'on me dise ma pauvre petite dame. Alors je disais d'où ça sort ma pauvre petite dame et elle me dit bah j'avais peur que ce soit le seul truc qu'on allait me dire quoi, bah, ma pauvre en premier et ensuite ma pauvre petite dame. Et du coup elle s'est isolée. Et elle me disait, je déteste qu'on m'aide, sans que je le demande, au boulot, qu'on aille faire mes photocopies, en partant du principe que je ne peux pas les faire alors que je peux les faire, mais je ne leur ai pas dit. Donc on se parle pas et tout le monde a mal, quoi. Et le pire, c'est quand j'entends mes proches se plaindre de leur douleur. Alors elle prenait l'exemple des migraines, ça vous parle? Et elle prenait l'exemple des migraines en me disant, je comprends bien, enfin je suis vraiment désolée pour lui qu'il ait une migraine, hein, c'est pas cool une migraine, mais moi je suis pas dans le même monde, quoi, on est pas au même stade. Mais avec quand même une idée de colère là-dedans, hein, on entend bien, quand on supporte pas la douleur de l'autre, ce qu'il peut y avoir aussi de haineux, quoi. Et donc elle a préféré vivre ça seule pour que ses proches la laissent tranquille. Alors c'est bien parce que ça la protège de tout ce que je viens de dire là. Mais par contre, ben, elle est seule, donc il n'y a personne qui l'entend. Et quand elle ne parle pas, il n'y a personne qui l'écoute. Sauf que si on ne l'écoute pas, ça ne va pas, c'est un problème ça. Et moi, c'est ce que je voudrais dire vraiment le plus, c'est que si on ne l'écoute pas, c'est un problème, parce qu'à un moment donné, on a un cri à sortir. Et il faut s'autoriser à le sortir. Et quand on s'autorise à le sortir, ça veut dire qu'on a déjà senti que quelqu'un pouvait l'accueillir, le recueillir. Et comme dit Martine Rosniewski, qui a beaucoup travaillé sur la maladie grave, l'entourer d'amour. J'aime beaucoup cette formule parce que c'est vrai, ça parle pas du sentiment amoureux, ça parle de comment on peut être bienveillant avec ce qui se passe. Alors, quand on va se faire écouter, on a peur que les autres disent « je comprends ». Mais non, en fait, on comprend pas vraiment. Par contre, on rend compte, on peut rendre compte de ce que l'autre nous a dit et on peut l'entendre. Et être entendu, être écouté, pouvoir être écouté par quelqu'un qui peut nous entendre dire des choses insupportables. D'abord, ça ne se fait pas forcément par un proche, parce que les proches, ils n'aiment pas forcément qu'on parle de choses insupportables. Hein. Ils ne sont pas dans une logique objective, ils sont dans l'affect. Et ben, c'est une façon de se remettre sujet de son histoire, en fait. Quand on en parle, quand on dit « je fais »,« je suis malade »,
on se subjective, on est un sujet, quoi. Et en fait, on redevient le narrateur, on fait un récit, et on redevient le narrateur de sa propre histoire. Et ça, je crois que ça aide quand même à traverser les choses. Alors, sans relation d'aide et sans accompagnement, le mot prend le dessus. Bah, justement, tous ces petits mots qui fâchent dont on parlait là, s'ils sont dits comme ça, isolés, sans relation d'aide, c'est sûr, ça devient des mots qui tuent, ça devient des mots qui blessent. Par contre, s'ils sont dits alors qu'on a un espace où on peut être vraiment entendu comme quelqu'un qui a quelque chose à dire de très important, ben là, ces mots, ils peuvent avoir une autre portée. Et ils sont pas forcément aussi douloureux que ça. On peut se rendre compte que l'autre, bon, bah, il sait pas trop quoi faire, il est un peu maladroit, mais en même temps, il a essayé un truc, il est là, enfin... Et qui c'est qui peut apporter cette écoute, cet accompagnement? Ben, c'est les soignants, c'est vos soignants. C'est bien sûr le psychologue, dont c'est quand même un peu le métier. Et puis c'est l'entourage parfois, pas toujours. Donc voilà, les mots qui blessent peuvent aussi parfois faire du bien. Ma pauvre petite dame qui ressemble à de la pitié quand on est tout seul, quand il n'y a pas un accompagnement de ce qu'on a besoin de faire entendre, et ben, il peut se transformer en ça doit être qu'ils sont compatissants. Voilà. Tu vas lui faire la peau à ce cancer, ben, en fait, il m'encourage. Parce que j'ai réussi, et je le sais parce que j'ai réussi à le développer avec des soignants en étant dans une écoute et dans un partage un peu plus objectif. Et bon, tout ça c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait avec nos proches? Alors, partager ce qu'on traverse avec nos proches, d'abord, je voudrais vous dire que c'est pas une obligation. C'est pas parce que là, on parle de ce que c'est que de partager le cancer avec ses proches qu'on doit s'y coller demain et se mettre à parler de ce qu'on ressent à tout le monde. C'est pas une obligation, on fait ce qu'on veut. Mais c'est possible. Et c'est possible notamment si on essaye de leur expliquer ce qu'on éprouve. Par exemple, là, tu vois, j'étais un peu agressive parce que j'ai cru que... voilà. Enfin, c'est une manière de s'expliquer sur non seulement ce qu'on ressent nous, mais en plus sur nos attitudes. Comment... Enfin, les inclure aussi dans nos protocoles de soins et pouvoir leur dire... Bon là en fait je n'ai pas tout expliqué, on va reprendre, je vais t'expliquer ce qui se passe exactement dans le protocole thérapeutique, dans la pluridisciplinarité de mes soins. Et comme ça tu vas peut-être pouvoir un peu plus comprendre pourquoi je suis énervée, pourquoi le soir je suis un peu plus irritable, pourquoi j'ai envie de faire des trucs un peu farfelus aussi, etc. C'est plus facile aussi de partager ce qu'on traverse si les proches à leur tour bénéficient d'un endroit où ils peuvent expliquer ce qu'ils ressentent. S'ils peuvent s'exprimer sur ce qu'ils éprouvent, ben, même chose, à l'inverse, ils seront peut-être moins dans la défense, en train de mettre des résistances à l'autre. Voilà. Et plus dans l'acceptation que ouais, c'est dur, on n'a pas envie de s'en parler, et ben on s'en parle pas. Ou alors là, j'ai besoin de dire, ben, je vais dire. Et encore mieux, si on a un espace d'écoute bienveillante pour soutenir tout ça là, et ben ça permet aussi de démédicaliser et de pouvoir dire des mots qui ne sont pas tumeur, chimiothérapie, etc., ou qui le sont. Mais de démédicaliser, ça veut dire de remettre quelque chose de moins technique et de plus humain dans sa manière de pousser son cri. Voilà. Par exemple, un soignant qui est disponible et puis avec qui vous avez pu construire un lien de confiance, un psychologue, encore une fois un proche si vous le souhaitez. Donc en fait, dans tout ce que je dis là, ça commence un peu à arriver au moment où on tourne en rond, parce que c'est un système comme c'est dans une famille. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un facteur avec une cause, une conséquence. C'est un bordel monstrueux avec plein de facteurs et plein de flèches partout. Et là, j'ai essayé de vous le résumer un peu sur le partage et sur comment on peut faire pour faire marcher tout ça tous ensemble. Donc si on exprime ses ressentis et ses peurs, et qu'on trouve le moyen d'être écouté, on est plus écouté encore. Et on arrive à s'écouter soi, même si c'est pas facile, hein, je dis s'écouter soi là comme si c'était un truc, mais c'est pas facile de s'écouter soi, bien sûr. Mais on y arrive quand on est écouté et que du coup on a pu exprimer ses peurs face au fait de s'exprimer justement. Quand on s'écoute, on arrive un peu à adoucir parfois ses défenses. Et à être peut-être moins dans la résistance, moins dans l'agressivité ou dans le rejet de l'autre, ou alors au contraire dans le fait de vouloir être collé à l'autre, parce qu'on peut aussi ne pas supporter d'être seul. Et donc on arrive à accepter de partager ça avec ses proches. Mais là encore, toujours avec cette notion de juste distance.
de trouver un endroit de la distance avec l'autre où on se fait pas mal. Et du coup, ça apporte, c'est moins passionnel. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute.